Husserl apparaît ici en dernière analyse comme le penseur et le protagoniste ardent de la culture du... Inutile de dire que l'attaque, clairement claironnée ici, ne vise en réalité que l'intimité entre la pensée et la parole et permet de comprendre à la fois pourquoi Heidegger est l'ennemi à abattre de tous les cybernéticiens qui se piquent de philosopher et pourquoi, plus prosaïquement, un Elon Musk peut rêver d'abolir le langage par l'implantation de puces neuronales. C'est un vieux fantasme. C'est un très vieux fantasme que reprend là et qu'essaye d'appuyer philosophiquement ou jargonesquement le Hurl, mais ce n'est pas du tout le seul à désirer ce fantasme-là, l'abolition de la parole. L'abolition de la parole, ce que lui appelle la pensée de l'ère alphabétique. Quand je dis la parole, ce n'est pas la parole au sens des paroles qui sortent d'une bouche, c'est le verbe, ce qu'on appelle le verbe. Le langage, les mots, on peut le dire avec des termes très simples, les mots. Je vous cite, toujours pour aller abonder un peu dans mon sens, un petit passage du manifeste conspirationniste, que je vous ai déjà cité plusieurs fois, que je vous conseille de lire, pour vous faire une idée de ce qui nous est arrivé ces 2 dernières années, entre autres. À propos du fantasme de biocontrôle par les GAFAM, c'est-à-dire par les entreprises cybernétiques les plus triomphantes aujourd'hui. Pourquoi elle s'appelle GAFAM? Pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Vous voyez, c'est incroyable. Je viens de dire le mot Google et il y a mon téléphone qui s'est allumé parce qu'il m'écoute et il croit que je vais lui donner un ordre ou que je vais lui demander quelque chose. Voilà, on est en permanence sous surveillance. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Hein. Enfin, si Macron repasse, on n'aura plus qu'à en pleurer. Je vous le répète. Ce n'est pas, voilà ce qu'écrit le manifeste conspirationniste. Ce n'est pas un start-upper du Parti communiste chinois qui a dit, ouvrez les guillemets, je pense en réalité que la plupart des gens ne veulent pas que Google réponde à leurs questions. Ils veulent que Google leur dise ce qu'ils devraient faire maintenant. Fin de la citation. C'est Eric Schmidt, le PDG de Google au Wall Street Journal en 2010. Ce n'est pas un conspirationniste en surchauffe qui a déclaré, ouvrez les guillemets, la technologie sera incluse dans le cerveau des gens. Au final, vous aurez un implant qui, si vous pensez à quelque chose, vous donnera simplement la réponse, fermez les guillemets. C'est Larry Page répondant en 2012 à la New Republic sur sa vision, entre guillemets, des assistants personnels du futur. Ce fantasme du biocontrôle, entre guillemets, concluait la persuasion clandestine de Vance Packard, qui trouvait déjà en 1958 des ingénieurs pour caresser, ouvrez les guillemets, cette nouvelle science qui permet de diriger les processus mentaux, les réactions émotives et de percevoir les sensations grâce à des signaux électriques. Fin de la citation du manifeste conspirationniste. Or, je vous rappelle des choses que j'avais dites déjà dans des séances antérieures. Benveniste s'est appliqué à cette question, que se pose aussi Derrida dans De la grammatologie, de savoir si l'on peut tracer une hiérarchie entre écriture, au sens d'écriture alphabétique, et parole. Celle-là étant alors structurellement et chronologiquement subordonnée à celle-ci. C'est-à-dire qu'il y aurait eu d'abord la parole et ensuite l'écriture, comme une technique de transmission de la parole. Et on se souvient que c'est toute la question des affres de Spinoza avec la langue de la Bible, et la réponse est non. Il n'y a pas d'antériorité de la parole sur l'écriture, d'après Benveniste ou d'après Derrida. Et contrairement à ce que pensait et à ce à quoi s'est heurté toute sa vie dans l'ordre de la pensée juive, Spinoza. Non pour la pensée juive et non pour Benveniste et non pour Derrida, deux penseurs juifs comme par hasard. Il n'y a pas d'antériorité de la parole parlée sur sa mise en écriture. Il n'y a même pas d'antériorité dans la pensée juive du monde sur l'écriture, de la création sur l'écriture. Vous en souvenez, tout ça, j'en avais parlé dans les séances sur la pensée juive. Comme l'explique Irène Fenoglio dans un texte de 2013 dans la revue Le Français aujourd'hui, dernière leçon d'Émile Benveniste au Collège de France. Je l'avais cité lors de la 18e séance du séminaire, il y a 20 séances, donc vous voyez, on est séance 38. L'inscription du monde, c'était le nom de la séance, 18e séance de ce séminaire. Pour Benveniste, je vous le recite un peu parce que ça fait longtemps, commente Irène Fenoglio, l'écriture n'est pas un système secondaire à la parole, c'est un système parallèle. Tandis que Saussure, explique Benveniste,
défend l'idée banale de l'écriture comme système subordonné à la langue. Et je rappelle, moi, l'affirmation de Benveniste, c'est l'écrire, souligner, écrire, qui a été l'acte fondateur. On peut dire que cet acte a transformé toute la figure des civilisations, qu'il a été l'instrument de la révolution la plus profonde que l'humanité ait connue depuis le feu. Pourquoi je vous dis ça, et je vous rappelle ça, ces phrases de Benveniste, pour vous dire que c'est une question fondamentale à laquelle s'attaque Earle, prenant parti dans un vieux débat, au profit évidemment de quoi chez Earle? Pourquoi il attaque l'ère alphabétique? Au profit de l'image. Il ne le dit pas comme ça, mais en cybernétique, ça revient à cela. Du code informatique relayé par une interface, généralement un écran, que cet écran soit palpable et visible ou pas. C'est une image, c'est une définition technique de l'image. Pas une image au sens où j'ai des images dans ma tête. Une image cybernétique. Une image technique. Et in fine, le bon vieux délire androïdique de l'intelligence artificielle, ce que Earle jargonne sous la formule d'agencement d'acteurs humains et non humains. C'est ça le fantasme cybernétique de base qu'un Earle promeut et qui lui fait s'attaquer à l'alphabet, c'est-à-dire à l'écriture, c'est-à-dire à la pensée qui laisse des traces. Je vous l'ai dit la dernière fois, il y a une pensée non écrite, la pensée orale, la pensée sauvage, ce que Lévi-Strauss appelle la pensée sauvage, qui est une remarquable pensée, mais qui ne laisse pas de traces autrement que dans la transmission de l'oralité. Donc il suffit. Il faut aller les observer, les écouter pour les penseurs sauvages. Il faut s'initier à cette pensée sur un mode autre que la lecture, qui est un mode très noble, mais qui est plus difficile à conserver et à transmettre, évidemment, plus compliqué. Et c'est pour ça qu'elles ont été ravagées, ces cultures. C'est parce qu'elles étaient fragiles face à l'avancée de la rationalité occidentale. La pensée juive a cet avantage, qui est une pensée sauvage, entre guillemets, une pensée non métaphysique et non scientifique, elle s'est transmise par des textes, et principalement d'abord par un texte dont on a toutes les traces alphabétiques, l'alphabet hébraïque, qui s'appelle la Torah, la Bible, le Tanakh, et puis ensuite tous les commentaires, et c'est peut-être pour ça, et c'est sans doute pour ça qu'elle résiste le mieux étrangement au ravage cybernétique. J'en profite pour ouvrir une nouvelle petite parenthèse, c'est que tout ce que j'essaye de dire et d'exprimer depuis le début de ce séminaire peut se résumer en une phrase très simple, un conseil que je donne à tous les jeunes philosophes ou étudiants qui m'écoutent et qui s'intéressent à ce que je dis à ce séminaire, c'est fermez vos ordinateurs, fermez vos écrans et lisez des livres. Et pas lisez des livres parce que c'est bien d'être à l'ancienne de lire des livres, parce que la véritable pensée, elle est dans les livres, écrite noir sur blanc. Vous ne trouverez pas de vraies pensées sur Internet, vous ne trouverez pas de vraies pensées parmi les philosophes ou les écrivains contemporains. Qui soient plus, et moi y compris, je me mets dans le lot. Moi aussi, je suis un contemporain, j'ai écrit des livres et je m'exprime sur Internet, ne serait-ce que maintenant. Laissez tomber tout cela si vous ne l'avez pas encore fait et allez lire les classiques, uniquement les classiques. Tous les classiques, que ce soit de la littérature, en poésie, en ce que vous voulez, ou en philosophie, si vous vous intéressez à la philosophie, lisez les classiques, c'est là que vous apprendrez le mieux à penser contre les ravages du monde contemporain, et pas autrement. C'est mon conseil, et faites-le, ce travail. On ne peut pas y prétendre penser et prétendre contrecarrer le ravage du monde si on n'est pas passé par là. Donc il y en a pour de nombreuses années, ça ne s'arrête jamais, il ne faut jamais s'arrêter de lire des livres. Mais vous pouvez le faire en parallèle de vos activités sur Internet et de vos activités cybernétiques. Mais ne croyez pas qu'on puisse penser autrement. Et ça va devenir de plus en plus évident avec la destruction de la civilisation occidentale à vitesse grand V à laquelle on est en train d'assister. Ceux qui auront lu des livres, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a plus beaucoup, il y en a de moins en moins. Ceux qui auront vraiment bien lu les livres, c'est-à-dire en prenant des notes, en méditant, et les grands livres, uniquement les grands livres, pas les cybernéticiens, pas les Simondon, pas toutes ces merdes. La grande pensée. Lisez Homère, lisez Dante, lisez Shakespeare, lisez Proust, lisez Baudelaire, lisez qui vous voulez. Moi, je vous parle de ceux qui, moi, m'ont influencé. Lisez Artaud, lisez Debord, lisez Heidegger. Lisez dans les textes, prenez des notes. Mettez-vous au diapason de cette pensée-là, étudiez-la candidement, naïvement, comme un enfant qui apprend l'alphabet. Pas en vous disant je suis d'accord avec ceci, je suis pas d'accord avec cela, pas en partant de ce que vous êtes, de ce que vous n'êtes pas.
Utilisez l'enfance en vous, et c'est comme ça que vous serez le plus résistant. Le plus résistant aux années sombres qui arrivent sur tout le monde. Voilà, fin de la parenthèse, fin du conseil aux jeunes, à de jeunes poètes qui pourraient écouter mon séminaire. Voilà, donc maintenant que les choses sont claires et que les enjeux sont posés,